Bonjour, ici Éric Bédard, professeur à la Téléuniversité. Nous allons voir maintenant la deuxième partie d'une causerie qui a eu lieu le 11 mai dernier à la librairie Olivieri et qui était consacrée à la génération X, en fait qui était consacrée au livre de Stéphane Kelly, l'essai intitulé « À l'ombre du mur, destin et trajectoire de la génération X » publié chez Boréal en 2011. Pour discuter de cet essai fort intéressant sur la génération X, nous avions invité Joseph Facal, professeur au HEC, chroniqueur bien connu chez Québecor, Jean Barbe, écrivain, éditeur, et Pascal Navarro, essayiste et journaliste, et bien sûr l'auteur de l'essai, Stéphane Kelly. Dans le premier épisode, nous avons eu droit à des points de vue de ces intervenants sur le livre de Stéphane Kelly et sur la génération X, alors que dans l'épisode que vous allez voir à l'instant, nous avons d'autres échanges entre les différents panélistes et surtout des questions de la salle. Bonne émission. Je poserai une question. En effet, vous serez appelé à poser des questions, bien sûr. Il y a un aspect important, je suis un peu surpris que ça n'ait pas été soulevé, y compris par Joseph, je pensais qu'il le soulèverait, c'est que, à cause de cette idée de déclassement, de précarité, tu traites souvent, tu reviens souvent sur l'idée que les X, au fond, sont un peu des survivants. Ils ont développé une mentalité de survivants. Bon. Et tu vas plus loin, cette mentalité de survivant a même eu des conséquences sur le plan idéologique. Ce serait, parmi cette génération, qu'on retrouverait le plus grand nombre de libertariens. Hein? Donc, développement d'une mentalité, d'une idéologie, d'une pensée politique libertarienne. Hein? Le marché, la loi du plus fort, le darwinisme. Tu utilises le terme du darwinisme social, la loi du plus fort. Et là, je m'attendais à ce que Joseph Facal, qui est souvent identifié à la droite, qui a signé le manifeste des Lucides, hein, voilà, se sente visé par cette description. Et on comprend entre les lignes qu'elle n'est pas nécessairement très positive. C'est-à-dire que je pense que tu vois ça, tu décris, mais c'est quelque chose d'un peu négatif dans le sens où il y a une désaffiliation de la société. Si on y va pour la loi du plus fort, il y a une sorte de désaffiliation par rapport à un projet commun. Alors, peut-être d'abord voir si Joseph se senti visé en lisant cette veine darwiniste, et je ne sais pas, peut-être ta réaction. Joseph, non? Manifeste des Lucides? Qu'il y ait monté, peut-être pas d'un mouvement organisé, mais de certaines sensibilités d'inspiration libertarienne, oui, sans doute. Y associer le manifeste des Lucides, ça m'apparaît, Éric, quelque chose d'un peu carré. Bien sûr. Si tu relis... Je voulais te provoquer. Voilà. Ouais, OK, bon, c'est fait. Non, regarde, si tu relis ces 10 petites pages auxquelles on a fait dire toutes sortes de choses qui ne s'y trouvaient pas, on parlait aussi des dangers de l'endettement, pas pour les X, mais pour les Y et les Z. On parlait de l'école dans une perspective assez traditionnaliste qui n'est pas loin d'être la tienne. On parlait de la nécessité du développement économique si on ne veut pas devoir couper sur un certain nombre d'acquis sociaux qui ne peuvent pas se financer à crédit, tu vois. Alors, je crois qu'il faut faire une interprétation plus large, si tu veux, que celle-là. Je te dirais même que ce discours nettement plus à droite, plus hard, auquel tu fais référence, il n'est pas tellement chez nous, les fins quarantaine, début cinquantaine. Il est chez ceux qui... Plus jeunes encore, tu vois. Dans mes cours, c'est rendu que c'est moi qui défends les syndicats québécois, que c'est moi qui défends le Québec Inc., l'intervention de l'État, le modèle québécois, la pertinence d'une caisse de dépôt comme levier collectif, tu vois. Je te dirais que c'est beaucoup plus chez ces jeunes qui ne l'auront peut-être pas plus facile que nous et qui voient le poids démographique des boomers encore installé, qui voient en fait 2 générations aux commandes au-dessus d'eux, là. C'est pas tellement nous. Pas tellement nous. Peut-être que je me trompe, mais je le vois comme ça, là. Tu vois?
Pas Stéphane, si tu veux revenir sur ça. Nous, plutôt, je te dirais, ce qui nous a été peut-être notre dénominateur commun, si tu veux, c'est moins la pensée libertarienne que cette adoration peu critique du Québec issu de la Révolution tranquille, qui faisait qu'à chaque fois que tu pointais du doigt des choses qui te déplaisaient dans le Québec d'aujourd'hui, on te faisait sentir un peu coupable de ne pas aimer le Québec suffisamment fort. Là, et ça finissait par nous tomber sur les nerfs. Là, tu vois? Mais le discours de droite économique, c'est chez ceux qui ont 15 ans ou moins que moi. Oui, en même temps, Mario Dumont, l'ADQ, c'est beaucoup des gens des X, c'est beaucoup ça a été un phénomène. Si je peux me permettre 2 secondes, c'est que quand même, comme génération de survivants qui a dû se débrouiller pour trouver son pain, il faut comprendre très bien les mécanismes du monde dans lequel on vit. Les mécanismes économiques, les mécanismes du monde du travail. Donc, il faut... On n'a pas pu se permettre de les refuser en bloc comme les baby boomers. Donc, il fallait les comprendre, les mécanismes, et en jouer habilement. Ça ne veut pas dire que je suis un libertarien pour autant, mais je sais très, très bien que de temps en temps, il faut que je me montre ma face à télé si je veux conserver ma valeur marchande. Je le sais, ça. Ça me déplaît, mais je le sais. Il y a quelque chose qui nous échapperait, là. Si on voyait le livre comme une critique des libertariens, entendus comme tu les as présentés, Éric, puis je pense que tu es conscient de la nuance. C'est que mon livre est une critique de la vision libertarienne. Et les libertariens, là, c'est comme c'est une vision où il y a une facette libertarien de droite, c'est ceux que tu as évoqués, mais il y a des libertariens de gauche. Alors, les libertaires, les anarchistes, qui considèrent que on ne peut, comme société, on n'a pas le droit d'imposer des normes communes, des valeurs communes. Tout est une question de liberté individuelle en matière morale, en matière de préférence pour un certain style de vie. Alors, je pense qu'il y a plusieurs chapitres du livre où je mets en évidence les effets pervers qui sont liés au triomphe d'une révolution économique où là, c'est la libéralisation qui avance dans le domaine du marché, mais il y a aussi les effets pervers qui sont liés à la révolution culturelle des années 60 et 70. Alors, ça, d'ailleurs, il y a des gens qui vont lire des chapitres, qui vont dire, bon, c'est un réac, c'est un conservateur, voilà ce qu'il dit sur la sexualité, sur l'amour, sur les hommes, sur les femmes. C'est une critique de la vision libertarienne de gauche. Alors moi, je suis plutôt un homme de centre et je pense que comme génération, on est une génération qui cherche un équilibre. J'aime bien l'image de, bon, on est arrivé à l'âge adulte, puis il y avait des ruines, puis là, il faut reconstruire. Et je pense qu'on est une génération moderne et des modernes qui sont sceptiques, critiques. Alors, je pense qu'on peut faire l'inventaire aujourd'hui des effets positifs, mais aussi des effets négatifs qui ont été introduits par le culte du mouvement qui est encouragé depuis les années 60. Évidemment, les gens qui sont du côté de la gauche, mais ils ont tendance à être... perdus. Oui, puis ils ont tendance à encourager le culte du mouvement dans le domaine de la morale, de la culture, mais puis d'encourager un individualisme à tout craint dans ces champs-là. Mais en matière économique, ben là, il faut intervenir. Là, l'État peut réglementer, peut imposer des normes, doit civiliser ce qui se passe dans la société civile. Oui. Non, c'est vrai. Les libertariens, c'est ça. Les gens qui refusent toute forme de normes, toute forme d'institution, qui briment les libertés. C'est vrai que cette critique-là traverse le livre. En même temps, quand tu parles de Gaspard Blues, un film comme Gaspard Blues, c'est l'échec ou le déclin de la classe moyenne. Ouais. Dans Gaspard Blues, on voit justement que c'est les grandes compagnies qui prennent le contrôle. La chute du mur de Berlin, c'est la montée du capitalisme. Hein. Quand il fait son voyage à Berlin, il a l'impression que c'est le capitalisme triomphant il revient complètement désenchanté de ce voyage-là. Donc, moi, j'ai vu peut-être un aspect critique quand tu reprends à ton compte
le film Gaspard Blues pour illustrer cette faillite ou ce déclin de la classe moyenne. Est-ce qu'il y avait d'autres... vous aviez d'autres commentaires ou sinon on pourrait passer à la salle? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Oui, Il y en a tellement. On pourrait continuer jusqu'à demain matin. Je voulais juste dire que ce sentiment, je l'appellerais pas un sentiment d'échec. Ce sentiment qui m'a habité tout au long des années 80-90, bien sûr qu'à l'approche de la cinquantaine, puis quand on fait des enfants, ça change un peu, mais ce sentiment qui n'est pas un sentiment d'échec, était une forme de nostalgie. C'était une nostalgie du temps où on avait de l'espoir. Parce que contrairement au terme, c'est pas la question du contenu des lucides ou des réalistes ou de quoi que ce soit. Cette notion que ce que certains appelaient la fin de l'histoire, tel le monde était, tel il allait rester, pour moi, était et est toujours inacceptable. Dans le sens où, évidemment, je ne suis pas un rêveur. Je sais qu'il faut payer son loyer puis qu'il faut intervenir à certains moments et ne pas intervenir à d'autres, dans les affaires comme dans la vie des gens. Mais cette notion qu'on a mis de l'avant au cours des années 80 et 90, que le seul moteur du changement véritable était le moteur économique, pour moi, reste inacceptable. Il faut que ça soit tempéré par une certaine discussion autour des valeurs qu'on veut partager. Je ne dis pas qu'il y a des valeurs qu'il faut imposer, je dis qu'il faut discuter des valeurs qu'on veut partager. Je crois que malgré les commentaires parfois très sarcastiques ou méprisants des commentateurs politiques, les dernières élections fédérales ont montré, pour la première fois de ma vie adulte, depuis le référendum de 80, que majoritairement, les gens du Québec, les Québécois de toutes origines, ont dit « nous ne reconnaissons pas dans un discours qui est purement économique, qui est purement, qui est républicain américain, Dieu, les valeurs, la justice criminelle à renforcer, la protection du territoire. Non, nous ne reconnaissons pas là-dedans. Il y a des valeurs communes qui s'expriment à travers ça. Tout croche, parfois. Des poteaux, oui, pourquoi pas. Mais je crois, Joseph, sans vouloir critiquer ce que tu as dit tout à l'heure, je crois qu'il y a quelque chose là de vrai, qu'il y a quelque chose là qui est porteur, qui est une question au lendemain qui se pose. Pouvons-nous discuter à nouveau d'autre chose que du réalisme économique et que de la lucidité face aux contraintes? Pouvons-nous intégrer dans ce discours un peu de rêve, de volonté d'amélioration, un peu d'utopie, sachant que l'utopie n'est qu'un but qu'on n'atteindra jamais, mais une direction vers laquelle aller? À la différence près que les gens qui croient en Dieu rêvent aussi, Jean. C'est parce que le rêve n'appartient pas... pas la propriété exclusive d'une certaine gauche. Non, je sais que t'es pas très religieux, là. On anime ensemble une émission sur l'histoire, hein, c'est le fun. Et j'appuie pas Stephen Harper, là. Non, je sais très bien ce que je veux dire. Je suis ailleurs, là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que Dieu étant tout en dehors de tout, mais tu sais, c'est le moteur principal des libertariens de droite, mettons. C'est l'économisme à tout prix, c'est ça. Le seul moteur de changement et d'amélioration de nos sociétés, de nos rapports ensemble, c'est par l'enrichissement collectif. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire je pense qu'il faut dire autre chose. L'enrichissement n'est pas qu'économique. Voilà, et exactement. on a l'impression qu'il ne passe que par là. Et ces chapitres sur la révolution de l'intime que Stephen Kelly aborde dans son livre, c'est tout à fait juste. J'ai décidé pendant une grande partie de ma vie de faire beaucoup moins d'argent, mais d'avoir beaucoup plus de temps. Pour moi, pour mes enfants, pour la réflexion, pour la vie. Je vais sans doute mourir moins vieux que d'autres, ou certainement probablement plus pauvre, mais je crois que ce temps ajouté-là à ma vie vaut quelque chose, et il faudrait recommencer à en parler. Il n'y avait pas juste tard, les baby boomers. Il n'y avait pas juste tard, et j'aime pas beaucoup le discours qu'on tient depuis 30 ans, que, ils ont tout bloqué, puis ils ont été juste des rêveurs, puis juste des infantiles, puis juste des... C'est pas vrai. C'est pas... Oui, bien sûr, ils nous ont trahis horriblement en rentrant dans le rang pour la plupart, mais cette volonté-là qui appartient à la jeunesse, qui appartient à l'espoir, cette volonté-là de changer le monde pour le mieux, on peut en retrouver un petit peu, s'il vous plaît? Un peu. Juste un peu. Oui, j'écoute Jean-Barbe et je le sens attaché au lyrisme d'une certaine génération. Ouais, je suis un vieux bébé. Je suis un vieux X. Culturellement. J'ai été influencé par cette Pour comprendre l'attitude des boomers, il faut comprendre aussi qu'à partir de 1981-82, le Québec bascule dans une crise sans précédent. La classe moyenne est vraiment
est en train de s'écrouler. Puis la plupart des familles vont chercher à survivre aussi, puis de maintenir leur niveau de vie. Alors, pour un X, ça avait l'air souvent, évidemment, de l'égoïsme, parce qu'on a l'impression qu'il ne restait plus rien. Mais évidemment, les familles, puis les pourvoyeurs, les parents qui étaient dans les syndicats, ben, ils avaient tendance à défendre leur intérêt pour protéger leur niveau de vie. Moi, j'ai gagné ma vie en 82, déjà. Oui. J'avais 20 ans, je la gagnais ma vie en 82. J'étais pris dans ces mêmes conditions-là. Ce que je regrette jusqu'à un certain point, c'est qu'on a déterminé collectivement que le party était fini, c'était fini de rêver, la réalité éternelle serait ceci. On n'a pas dit, on a fait des erreurs, payons nos dettes et voyons voir où nous voudrons aller ensemble plus tard. On a juste dit si le party est fini. Puis quand le party est fini puis que tu passes ta vie à ramasser des bouteilles puis à vider des cendriers, c'est plate. Oui, le party est fini, mais le problème, c'est que quand il y a eu les clauses orphelins, par exemple, et qu'on a voulu atteindre le déficit zéro, alors on a refilé la facture à ceux qui n'étaient même pas encore à l'emploi. Hein. Alors, on a vu ça chez les policiers, on a vu ça dans un paquet de corps d'emploi. Et donc, on a refilé la facture aux plus jeunes. Donc, le party n'était pas tout à fait fini. Ils ont même voté des augmentations. C'était à la fin, au tournant des années 2000. Et ils ont, tout en tenant le discours de la justice sociale, je parle notamment des leaders syndicaux. Donc, les leaders syndicaux tiennent le discours de la justice sociale. Dès lors qu'on critique cette société dont on hérite, on est donc paria, on n'obéit pas fidèlement à ce grand idéal de solidarité dont on serait les héritiers, alors que, finalement, ça ne s'adresse pas à nous. Ça s'adresse pas à nous. On commence avec les questions. Est-il possible de vendre un projet commun, un projet de société, la génération X, qui serait peut-être plus individualiste que ceux d'avant? Je ne sais pas, c'est un peu ce que vous entendez. Stéphane? Stéphane? Ou c'est ton livre après tout, hein? Je peux répondre, mais je te donne Moi, je trouve que, évidemment, ce qui est arrivé depuis une semaine au Québec, il y a un côté rafraîchissant à ce qui est arrivé parce que on était engagé depuis une dizaine d'années dans une impasse, puis la position du Bloc était devenue absolument intenable. Alors, ça nous ramène à voir la politique là, à partir de repères assez conventionnels, mais qui va peut-être nous aider à voir plus clair dans ce qu'on vit comme société. Et moi, je pense que... Moi, j'interprète ça plus dans un sens que... le NPD, c'est un parti qui est quand même... qui a une tradition protectionniste, qui a été assez critique de la mondialisation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réalisent que le mouvement engagé en faveur de la mondialisation, bon, on ne pourra pas mettre fin à ça, mais on a été un peu naïf depuis 25 ans. Le niveau de vie des familles, il plafonne. Pour garder le même niveau de vie, les familles doivent travailler, consacrer beaucoup plus d'heures sur le marché du travail. Le temps passé en famille a beaucoup fondu. C'était supposé, la mondialisation aussi, créer beaucoup d'emplois de très grande qualité. Or, il y a un phénomène de suréducation dans la société. On dit qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire, mais il y a beaucoup aussi de suréducation, c'est-à-dire des gens qui sont bardés de diplômes, puis qui vont être embauchés, puis on va exploiter une parcelle de leur savoir. Autre question? Oui? Oui, alors bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Je reprends un peu, je la pose différemment. La question, le commentaire de monsieur qui est devant. Monsieur vous demandait comment vous allez vendre un projet à la génération X. Moi, je vous dis plutôt, là, la génération X, c'est vous, là. Vous avez les micros, vous êtes les députés, vous êtes à bord du navire, vous dirigez le navire, là. Les boomers, là, ils sont à la retraite ou à la veille, toute veille. Ils sont déjà ou ils sont à la toute veille. Les X, là, c'est vous et ça se termine avec moi. Nous sommes en poste, OK? Clause orphelin, là, j'en suis. Puis tu as parlé, Éric, des policiers, il ne faut pas oublier les professeurs. Oui, hein? oui. Notamment au collégial.
Alors, je suis très heureuse que ça passe au Collège Savoir, au Canal Savoir. Là. Les profs de cégep d'aujourd'hui, c'est pas les profs de cégep des années 70. Qu'on se le dise, OK? Et qu'on le partage. Alors, ma question, c'est comment vous allez proposer un projet, notamment, on le sait que nous sommes toutes, que nous soyons de droite, de gauche ou du centre, nous sommes tous pour un Québec indépendant. Alors, comment vous, X, allez proposer un projet encourageant, vivifiant pour la génération Y, justement, ceux qui nous suivent. Nous avons eu des reproches à faire beaucoup aux boomers. Mais là, maintenant, nous, quelle sorte d'exemple on va donner pour donner le goût à ceux qui nous suivent d'embarquer dans ce mouvement-là, cette fameuse vague. On a été complètement atterrés par la vague orange de lundi dernier. Alors là, c'est notre responsabilité de faire comprendre à ces jeunes-là que, oui, il y a eu des excès, notamment dans le mouvement syndical, mais le syndicalisme, c'est quelque chose de bon. Le féminisme, c'est pas des femmes enragées. Des hommes qui te courtisent, qui te font des avances, c'est pas des méchants loups. Il y a, tout ça est dans le livre de Stéphane. Alors, la question, comment allons-nous proposer quelque chose d'intéressant à ceux qui nous suivent? Voilà. Oui, ou comme quoi proposer d'intéressant ou quelles leçons retenir de notre expérience collective. Et je pense que tu termines un peu sur ces aspects-là. Tu les as mentionnés, mais la question du sens des limites, j'aimerais que tu nous expliques... c'est cette expression qui est un peu le dernier... Moi, je trouvais que c'est une belle expression, c'est ton dernier chapitre, le sens des limites. Est-ce que c'est cela qu'on va transmettre? Est-ce que c'est un programme politique? Est-ce que c'est mobilisateur? Le sens des limites? Ben, moi, j'ai écrit le livre pour suggérer des pistes d'interprétation de ce qui nous est arrivé depuis 25 ans, puis j'ai délibérément laissé de côté, en tout cas mis à l'arrière-plan ce qui relevait du politique. Mais je pense que la tâche politique la plus urgente aujourd'hui, c'est de décrire la société comme elle est aujourd'hui et prendre acte du fait qu'on n'est plus dans les années 50, on n'est plus dans les années 60. Quand on écoute les leaders politiques québécois, francophones, que ce soit les gens comme Jean Chrétien au fédéral, Gilles Duceppe, Pauline Marois, par rapport à beaucoup d'enjeux, ce sont des gens qui reprennent et qui utilisent la grammaire politique qui s'est forgée dans les années 50 et 60. Une époque où la société québécoise négociait son virage vers un caractère moderne. Le Québec aujourd'hui, c'est une société moderne, avancée, et il y a beaucoup des problèmes importants de la société québécoise aujourd'hui qui ne peuvent pas être compris à partir des représentations qu'on a portées à juste titre dans les années 60, 70, mais aujourd'hui, Des exemples. Donne-nous un exemple ou deux. Moi, l'exemple le plus important, c'est central dans le livre. Là, depuis à peu près 2-3 ans, on considère que l'enjeu primordial au Québec, c'est l'éducation. Ça, c'est évidemment, je suis bien heureux qu'on fasse ce constat-là maintenant. Pendant 25 ans, il n'y en avait que pour la santé. Alors, je pense que la question de l'éducation, elle est centrale aujourd'hui, mais l'autre question qui est jamais amenée sur la place publique, puis on a un sérieux problème au Québec, c'est la famille. Quand on se compare avec le Canada anglais au niveau des taux de divorce, le pourcentage de familles monoparentales, de familles recomposées, il est beaucoup plus élevé au Québec que dans le reste du Canada ou en Europe. Même chose pour la durée des unions. Alors, comment, comme société, on peut survivre à travers l'histoire quand les couples durent 3 ans, 4 ans, 5 ans? Parce que, j'ai rien... Moi, je suis moi-même divorcé, là, je ne veux pas donner de leçons à personne, puis il y a des familles monoparentales recomposées qui font un excellent travail, puis parfois qui peuvent
élever encore mieux leurs enfants que des familles biparentales, disons, intactes. Par contre, évidemment, quand un couple, évidemment, se sépare à 30 ans ou à 32 ans, mais c'est clair que lorsque ces gens-là vont avoir 45 ans, ils vont avoir eu 1 ou 2 enfants de moins. Puis on ne peut pas continuellement compenser la faible natalité par l'augmentation de l'immigration. Je suis favorable à l'immigration, mais c'est comme si on est comme dans une barque, là, on essaie d'avancer, là, le Québec, mais il y a un trou dans le fond de la barque. Puis on est en train de couler parce qu'on n'est pas capable de faire le constat que sur le plan des valeurs et des normes qui sont au fondement de la vie intime, on a de graves problèmes au Québec si on se compare avec d'autres sociétés de l'Occident avancé. Et par rapport à ce constat-là, moi, je ne propose pas une réaction conservatrice, mais seulement prendre conscience qu'il y a un problème, puis on peut inventer des réponses et des solutions modernes à ce problème. Alors, il y a Joseph qui veut dire un mot. Donc, il y a moins d'enfants, mais il y a aussi appauvrissement. Hein, parce que souvent, lorsqu'il y a séparation, chacun de leur côté, chacun a son condo. Ça a été noté par des économistes qu'il y a appauvrissement aussi. Ouais, c'est une conséquence. L'une des causes sérieuses de l'appauvrissement de la classe moyenne, c'est pas seulement la mondialisation, mais c'est aussi, évidemment, la précarisation des unions. C'est ça. Joseph? Un commentaire sur le dernier propos de Stéphane et une tentative maladroite pour répondre aux questions. Non, Stéphane, à mon avis, l'éducation n'est pas soudainement devenue la grande priorité du Québec. Il y a simplement quelques personnes qui commencent à parler de plus en plus d'école parce qu'on voit bien les terribles dérapages de la réforme et les difficultés de notre système d'éducation. Mais les chiffres sont clairs, constants et ne bougent pas. La priorité numéro 1 des Québécois reste la santé. Ce qui est évidemment terriblement révélateur d'une société qui vieillit et qui se sent les rhumatismes. C'est terriblement révélateur d'une société dans laquelle on sent une grande fatigue politique que de trouver que la santé est ce qui est le plus important. Et tu le dis toi-même dans le livre, une des filières payantes, ce sont les thérapies, et la métaphore la plus parlante sur le Québec d'aujourd'hui, c'est l'hôpital. Hein? Rappelle-toi des films de Denis Arcand. Bon. Donc, j'aimerais que tu aies raison en disant que l'école vient d'apparaître sur l'écran de radar, mais je crois que tu vas peut-être un peu vite et puisses-tu avoir raison? Je te l'accorde. Bon. Un instant. Monsieur a commencé en demandant « Est-ce encore possible? » Et madame a été encore plus loin en disant « Comment faire? » Donc sa question est encore plus tough que la vôtre « Est-ce possible? » Écoutez, moi je m'accroche désespérément à l'idée que oui, c'est encore possible de construire et de vendre un projet collectif. Je refuse de désespérer et je ne suis pas, comme semble le croire Jean Barbe, un liquidateur d'utopie. C'est pas vrai, ça. Je crois que dans ce qui s'est passé lundi, il faut moins voir l'expression d'un espoir comme un gigantesque coup de pied dans la ruche, avec évidemment le désordre qu'entraînent les coups de pied dans la ruche. Bzzz, ça part de toutes les directions et on verra bien. La question, c'est comment rassembler les gens autour d'une perception commune d'un intérêt collectif quand plus personne ne se considère responsable de quoi que ce soit qui dépasse son petit moi et ses proches. Ah, c'est terriblement difficile. Moi, madame, quand vous demandiez tout à l'heure quel projet collectif, je m'accroche toujours au même. Faire du Québec un pays. Alors, je continue à penser que c'est un projet de société valable, qui est en même temps un projet de fidélité au passé et de construction de l'avenir. Alors, pour le moment, évidemment, j'avoue que mes actions sont radicalement à la baisse, hein? Je l'avoue, hein? Et en attendant, ben, que voulez-vous? Je m'étais dit peut-être une deuxième révolution tranquille,
c'est-à-dire un redressement avec les moyens dont dispose le Québec d'aujourd'hui, qui sont pas négligeables. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, écoutez, j'ai écrit quelques livres, je fais des conférences dans les cégeps, j'écris des chroniques, je me bats avec les moyens d'un simple soldat, mais je constate bien l'anomie dans laquelle nous sommes. Vous disiez tout à l'heure, la responsabilité incombe aux politiciens. Justement, on bute là sur un terrible problème qui avait été vu par Max Weber il y a plus de 100 ans. Weber disait, dans toutes les sociétés qui se complexifient, tout se spécialise. Et effectivement, la politique est devenue un métier. On voit de plus en plus des gens qui rentrent en politique à 23 ans, qui choisissent ce job-là comme si c'était un job, comme on deviendrait dentiste ou comptable, et qui donc, évidemment, ils passent leur vie. Et à partir du moment, je le dis souvent, où la politique devient votre gagne-pain, où vous avez besoin de votre job pour, justement, payer vos factures, l'important, c'est de durer. Et quand, en politique, vous êtes là pour durer et non plus pour faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour durer? Il faut justement, comme le navire, mettre ses voiles dans le sens du vent et épouser tous les vents de l'opinion publique. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus quelqu'un qui dirige la société. Vous êtes quelqu'un qui suit les vents dominants. Et à ce moment-là, c'est normal que quand on les regarde, puis qu'on veut des directions, il n'y ait plus de direction qui nous est fournie. Alors évidemment, quoi faire? Écoutez, nos hommes et femmes politiques n'ont jamais gagné de concours de popularité. Et le cynisme à leur endroit n'est pas quelque chose de neuf. Mais j'ai quand même l'impression que ça n'a jamais été aussi pire parce que les gens voient que même si le pouvoir de tous les temps s'est toujours mis en scène, même si c'est toujours une théâtralisation du pouvoir, ça n'a jamais été aussi évident qu'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut faire le pari de la vérité. Il faut espérer que si les gens reçoivent un discours de vérité et de transparence, ils vont s'y reconnaître. Maintenant, là, ça nous ramène à un deuxième niveau, un pari sur les citoyens. La voulez-vous, la vérité? Et si, quand on vous dit la vérité, elle est déplaisante, la suivriez-vous? Suivriez-vous du monde qui vous proposerait des sacrifices pour les Y et les Z? Jusqu'à maintenant, les appels à la rigueur n'ont pas été couronnés d'un grand succès dans le Québec d'aujourd'hui. Hein? Peut-être ad hoc sur la question de l'éducation, ici, tu disais la santé reste numéro un. Globalement, oui, mais c'est parce que c'est la priorité pour les boomers et les aînés. Mais quand on demande aux X, leur priorité, c'est l'éducation. Mais les baby boomers sont les plus nombreux et ils votent. Donc ben oui, bien sûr. Donc, ce qui est dit dans la salle, je pense, d'un expert en sondage notamment, c'est que pour notre génération, les X, c'est l'éducation la priorité, mais c'est fonction de l'âge. Peut-être ça va changer dans Et on arrête collectivement de dire priorité numéro 1. Ça marche pas, ça. C'est une de nos priorités, mais priorité, c'est en haut de la liste. S'il vous plaît. La langue française aussi. Ce que ça dit à un moment donné, on a des priorités numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire quoi, une priorité? Ça veut dire quoi? Maintenant, on utilise l'expression « ma première priorité ». Oui, ma première priorité. Mais c'est révélateur. Moi, je suis pas un ex-ministre comme Joseph. Je suis même pas un universitaire. Je suis juste quelqu'un qui raconte des histoires et qui regarde et qui lit beaucoup. Mais cette façon que nous avons de nous servir du langage pour ne pas dire grand-chose, il a été depuis très longtemps prophétisé par Orwell et bien d'autres. Mais nous avons une grande tendance à fomenter de nouveaux euphémismes pour surtout noyer le poisson et pour ne rien dire, alors que la langue est un véhicule avant tout de sens, de complexité et de sens. Mais quand on entend... c'est très bien de nommer plan Nord quelque chose qui est avant tout l'exploitation du territoire par des entreprises privées. C'est un plan, ça? Donné, c'est un plan, mais c'est correct, on nomme très bien. On nomme très bien les choses, mais et je crois aussi, je tiens à le préciser, que ce que beaucoup de X commencent à trouver bien regrettable et que les plus jeunes trouvent regrettable depuis qu'ils sont nés, c'est que la classe médiatique a, depuis quelques années, entièrement adopté le discours politique et l'a répercuté avec beaucoup de jouissance. J'en fais partie de la classe médiatique. Pascal Houssion a commencé en journalisme il y a très longtemps. Mais les gens qui sont censés analyser, en général, la politique, les mouvements sociaux, etc., sont tellement collés au langage du pouvoir
jouant sur les nuances. Ils sont dans le même voilier. Ils sont dans le même voilier et ne regardent pas la trajectoire du bateau. Tout ce qu'ils voient, c'est défiler le rivage. Ou décrire le sillage du bateau. Et donc, ce qui est arrivé aux dernières élections fédérales, c'est qu'on a vu toute une classe médiatique dans tous les médias officiels, des gens par ailleurs fort intelligents, cultivés et critiques, qui se sont fait prendre les culottes baissées. Il y avait rien vu venir, il y avait rien compris, il y avait pas vu l'ampleur, parce que eux, ils se tiennent avec les politiciens qui n'avaient rien vu venir non plus, et ils ne vont jamais voir les gens qui, au bout du compte, subissent les politiques qui nous sont imposées et que nous nous donnons nous-mêmes. Oui. Oui, vous aviez parlé, M. Kelly, de tout ce qui a frappé les X un peu. Tant socialement, l'effondrement de la famille, économiquement, les crashs du pétrole, puis tout ce qui est... Autrement dit, ils l'ont pas eu facile. Puis l'État n'a pas nécessairement été là pour les sauver. Est-ce que ça c'est un peu ça qui a créé le cynisme actuel par rapport à l'État-providence? Et si, selon vous, ce cynisme-là va se transmettre de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération de baby-boomers. Parce que ma génération, moi-même, c'est l'éducation politique, la première place que ça se fait, c'est à la maison. Et si on entend juste « Oh, les politiciens, c'est de la merde », le cynisme va se transmettre. Et les gens qui ont mon âge aussi sont cyniques par rapport à l'État, par rapport à la politique. La majorité ne prennent même pas la chance de voter. Moi, je trouve ça dommage, mais bon. Donc, est-ce que ça va se répertorier jusqu'à ce qu'il y ait une génération qui, enfin, vont l'avoir facile, vont avoir tout pour eux et qui vont reprendre confiance dans le système? C'est ça. Est-ce qu'on est condamné au cynisme? Est-ce que la génération X est cynique? Un peu, je pense. Comme je pense pas mal la société en entier. D'ailleurs, l'espèce de pessimisme face à l'avenir, l'espèce d'idée que finalement, on peut pas réinventer la roue à chaque génération, on peut pas réinventer la famille, l'école, le monde du travail. Ben ça, c'est une conviction des X, mais que les X ont finalement fini par imposer au reste de la société. Mais sous la forme d'un désengagement? Oui. Hein? Moi, je pense que la société québécoise aujourd'hui est beaucoup influencée par la façon que les X ont envisagé et ont anticipé l'avenir. Les X sont pas au pouvoir, mais l'espèce de pessimisme ambiant, l'espèce de sentiment d'impuissance que les X ont vécu, je pense que la société québécoise est pas mal imbibée de ce sentiment-là. Par rapport à la question qui m'a été posée, dans la logique d'État-providence, en partant, on délègue beaucoup de pouvoir aux experts, à la technocratie. Dans les années 80, on est allé vers la judiciarisation. Donc, les députés ont perdu encore plus de pouvoir au profit des juges. Avec la mondialisation, ben là, les questions politiques sont relayées à des instances internationales. Alors, quand même bien qu'on voudrait, évidemment, s'impliquer, s'engager politiquement, participer aux innombrables consultations auxquelles on nous soumet au quotidien, un peu partout au Québec, notre pouvoir vraiment de changer les choses, il est assez limité. À moins qu'on se décide collectivement de bouger d'une façon raide, d'aller vers un virage assez fort, peut-être qu'on pourrait changer les choses. Mais juste pour terminer, tout à l'heure, j'ai pas répondu à ta question, Éric, quand tu disais c'est quoi le sens des limites. Mais le sens des limites, c'est cette conviction que finalement, on peut pas tout réinventer à chaque génération. Puis je pense que c'est un peu le projet qu'on devrait porter comme génération, c'est-à-dire cette idée que là, il y a des choses qui sont à réévaluer, il y a des coups de barre à donner, mais on peut pas faire table rase à nouveau. Ça a été l'erreur de l'ADQ. L'ADQ a porté des aspirations au Québec qui venaient des gens ordinaires. Puis les gens ont embarqué pendant un moment, mais ce que l'ADQ proposait, c'était de faire table rase encore, une nouvelle fois, comme en 1960. Alors, ils sont allés avec des propositions radicales qui, finalement, étaient des solutions de boomers, souvent. C'est-à-dire, on recommence à zéro parce qu'on pense que nous, on détient la vérité. Puis... remplacer un progressiste par un nouveau progressiste. Exactement. Pascal? Oui, moi, ce qui me frappe sur le cynisme, je voudrais rajouter que je trouve aussi que ce cynisme, nous l'avons beaucoup intégré, beaucoup intériorisé. Et je me demande, moi, personnellement, et je crois que les gens
je suis certaine que la question va arriver à un moment donné, mais la génération X n'a pas produit de grands leaders. Nous n'avons pas l'équivalent, bon, bien sûr, la proportion de politiciens est plus faible puisqu'il y a moins de génération X que de baby boomers, mais nous n'avons pas de leader politique, nous n'avons pas de leader philosophique. Je ne vois pas autour de moi des gens de mon âge qui ont envie de s'impliquer et de s'engager et qui vont me captiver. Je trouve que les gens qui ont essayé de faire de la politique de ma génération, ce sont tous, je dirais pas dégonflés parce qu'ils se sont engagés ailleurs, mais n'ont pas trouvé, en tout cas en politique, un terrain où ils pouvaient bouger, où ils pouvaient faire bouger ce qu'ils avaient envie de faire bouger quand ils sont entrés. On a essayé, mais on a perdu. Je comprends, on a perdu. Mais c'est frappant que dans toute notre génération, quand même, il n'y en ait pas. On va trouver des gens dans les médias, on va les trouver dans d'autres spécialités, mais en politique, il n'y a pas de leader de la génération X. Intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, dans le chapitre sur les filières payantes, on est capable d'identifier des X qui ont vraiment réussi. Hein. On peut penser à des gens... Bon, Guy Laliberté, je pense qu'il est né en 59. Beaucoup de créateurs. Et c'est révélateur. Oui. Alors, dans beaucoup de domaines, des X, là, qui, sur le plan international, ils ont réussi beaucoup mieux que les boomers. Mais au niveau politique, il y a un blocage. Intéressant, monsieur. Bonjour, Jean-Claude Sylvain-Gay, étudiant à l'UQAM. Et ma question, c'est simple. Est-ce que la génération X est la génération la plus résiliente ou la plus démissionnaire par rapport à l'échec? Et dès qu'on rencontre un échec, on le rencontrait en 80, en 95, on s'arrête et à ce moment-là, on démissionne, on s'en va, on se retire, alors qu'on était si près en 95. En 80, on peut peut-être comprendre. En 80, il n'y avait pas beaucoup de X qui votaient quand même. Donc, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'en 95, c'était si proche. Ouais. Mais aussi, 80, c'est les baby boomers qui votent. Ouais, okay? C'est ça qu'on peut dire. Et cette transmission de l'échec s'est transmise à cette génération. Est-ce que c'est ce cas? Moi, je serais porté à dire qu'ils ne sont pas démissionnaires. Les X, au contraire, c'est des gens qui ont été patients, persévérants, des gens qui ont été pigistes pendant des années, des décennies, des gens qui en ont arraché puis qui n'ont jamais démissionné. Puis au niveau politique, en 95, je m'excuse, il fallait arrêter. Il fallait prendre un break de 10 ans, ce que Dumont a proposé avec beaucoup d'intelligence. Les jeunes leaders politiques avaient tendance à dire, bon, on a perdu, on n'a pas assez proche, mais là, il y a des problèmes sérieux au Québec, puis il faut s'attaquer à ça. Puis on recommence dans 10 ans ou dans 20 ans. Ça, c'est faire preuve de sérieux. Non, je crois pas. On ne peut pas recommencer à faire un référendum 2 ans, 3 ans plus tard. Puis ça a été ce que disons, a caressé les leaders souverainistes de l'époque. Puis là, le constat qu'on fait, on a été là-dedans pendant 10 ans, 15 ans, puis là, on n'a plus le goût d'en entendre parler de la souveraineté, parce que c'est à ce moment-là qu'on aurait dû prendre un bon break pendant 10 ans, puis recommencer. Mais c'est ça, exactement. Vous illustrez la démission non, de cette génération. C'est une façon de voir. Parce qu'il y a eu un vol. 95, c'est un vol. C'est une thèse. C'est une thèse. Oui, c'est une thèse. C'est principalement ça, cette démission. Et lorsqu'on fait un combat politique, il faut continuer le combat jusqu'à sa finale. Mais parfois, il faut se refaire des forces aussi. Oui, on se fait des forces, mais exactement, c'est le manque de préparation de cette génération. Alors, mais on pourrait dire aussi qu'une nation, c'est son statut politique. Dans le cas, nous sommes une nation annexée dans une fédération, mais une nation, c'est aussi ses institutions de base. C'est ça que je comprends dans le message de Stéphane Kelly. C'est son école, c'est ses familles, c'est l'équilibre des générations, c'est la démographie. Une nation, dans sa vitalité, c'est son statut politique, mais c'est aussi son soubassement culturel. Et ce que je comprends de ce que dit Stéphane, mais aussi Joseph et d'autres, c'est que quand les soubassements sont fissurés, on peut s'attaquer aux fondations de la nation, travailler au redressement et revenir à la charge plus tard avec le projet, avec le statut, le régime. Est-ce que je vous comprends bien ou...
Ou je vous fais dire des choses que vous voulez pas dire? On ou... était fatigué, de toute façon, après 95, que je sais. Aussi. Moi, fatigué. moi, pour répondre très précisément à la question résilient ou démissionnaire, non, je pense qu'on est nettement plus résilient que démissionnaire, et je pense qu'il faut faire une distinction entre la volonté et le volontarisme, entre la détermination et prendre aussi acte de l'état des lieux. Hein. Pascal disait tout à l'heure que dans notre génération, les grandes réussites furent surtout individuelles. Évidemment, puisque pour une réussite collective, il faut que d'autres vous suivent, n'est-ce pas? Et leur consentement est loin d'être acquis. Moi, écoutez, j'ai vécu le référendum de 95 de l'intérieur. Et rappelez-vous, Éric aussi, rappelez-vous, il avait été l'aboutissement de 6 années d'activisme politique intense dans la société québécoise. Vous ne pouvez pas maintenir un peuple perpétuellement en état de tension et de mobilisation pendant 20 ans. À un moment donné, ça, c'est comme une énergie renouvelable. Ça revient. Mais il faut la laisser se reconstituer après la grande dépense d'énergie. C'est comme une batterie. Ça se recharge avant de repartir. Et après le référendum de 95, on ne rentrera pas dans la thèse du vol. Admettons que oui, une fois qu'on a dit ça, ça vous donne pas un vote de plus le lendemain. Hein? À partir du moment où vous avez dit ça, écoutez, on a tenté de repartir la machine. Je revois encore M. Bouchard se demandant par quel nouveau sentier on pourrait tenter de gravir la montagne. Puis à un moment donné, écoutez, là, il y a des limites à ce que vous pouvez faire pour tenter de retendre la corde de l'arc. Et oui, il faut prendre acte des lieux, se reposer, tenter d'autres voies. Et cette espèce d'arrêt au puits, cette espèce de pause n'est pas une démission. C'est le tâtonnement qui survient après les grandes défaites. Mais on a essayé, misère. Et il n'a pas dit qu'il n'y aura pas un autre rendez-vous, mais on a essayé. Puis la démission... Alors, démissionnaire, absolument pas. La démission, c'était aussi une société qui faisait pas place à sa jeunesse. Combien de gens autour de moi, en 1995, ils vivaient avec des contrats de 3 mois à 3 mois. À l'âge de 30... C'est long, 3 mois. Oui, à l'âge de 32, 33, 34 ans. C'est ça qui est indécent. Puis la société québécoise jouait à l'autruche à cette époque-là. Je m'excuse, elle est là, la démission. Oui, monsieur? Vous avez parlé, M. Kelly, que la génération X, lorsqu'elle a rencontré ce mur, elle a découvert qu'elle avait des parallèles avec la génération des années 20 et 30. Comme l'histoire est souvent un maillon faible du Québec, est-ce qu'on peut penser qu'on peut revoir notre histoire sans diaboliser tout ce qui s'est passé avant 1960? Quand on parle de la grande noirceur, ça m'énerve un petit peu, là, parce que j'ai toujours l'impression que mes grands-parents étaient des niaiseux. Et je ne suis pas capable de dire ça parce que je connais bien leur histoire. Alors, est-ce que le Québec est prêt à se réconcilier, à quitter cette idéologie du départ à zéro et de redécouvrir son histoire avec ses forces et bien sûr ses faiblesses? Je pense depuis à peu près 20 ans, d'un point de vue intellectuel, le Québec est en train de faire cette démarche-là, bien que quand on regarde les médias, les documentaires sur la Révolution tranquille, la Grande Noirceur, il y a une espèce de trame là, un peu irritante qui est toujours racontée. Mais il n'y a plus grand monde qui croit vraiment à ça. Là. Et plus grand monde chez les intellectuels, les historiens, les universitaires. Peut-être. C'est le problème, ça ne s'est pas encore rendu dans le public. C'est vrai. Moi, je pense que ce qu'on peut conserver par rapport aux générations là, qui sont nées dans les années 30, 20 et 10, je pense qu'on peut avoir un certain respect, une admiration pour ces générations-là qui ont eu beaucoup de caractère pour, évidemment, pour traverser le siècle. Puis, c'est des gens peut-être qui étaient moins scolarisés que nous, mais moi, en tout cas, le souvenir que je garde de mes grands-parents, c'était des gens qui avaient une certaine sagesse, puis qui cultivaient un sens des limites. Alors ça, je pense qu'on peut s'inspirer de ça.
Par contre, les valeurs traditionnelles qui étaient au fondement de cette société-là, on peut pas disons, les réanimer puis vouloir les implanter au quotidien d'une façon mécanique parce que, bon, moi, je connais des gens qui sont franchement conservateurs dans mon entourage, puis je les respecte, mais au quotidien, ils sont pas capables d'être vraiment authentiquement conservateurs dans leur mode de vie. Alors, donc, bon, c'est un conservatisme cérébral, mais je pense que il faut trouver un équilibre entre des valeurs modernes, libérales, et certaines vertus classiques pré-capitalistes qui étaient enseignées jadis à l'école. L'effort, la persévérance, l'engagement, la loyauté, la responsabilité. la discipline, l'amour du travail bien fait. Un peu de méritocratie là-dedans, ça fait du bien. Et ça, je pense, dans les écoles aujourd'hui, on est en train de redécouvrir ça tranquillement. Puis je pense que c'est de bon augure. Peut-être une dernière question. Oui. Ouais. Dans les maisons. Ces valeurs. Oui. Oui, bien sûr. Alors. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la maison de nos élèves. Donc, transmettre ces valeurs aussi à la maison, pas seulement à l'école. Oui, dernière question. Juste reprendre l'intervention qui n'a pas été captée par le micro. Donc, en gros, les X qui sont allés vers la sphère intime, est-ce que ça ne reflète pas une sorte d'embourgeoisement qui est moins le résultat d'une tare morale, personnelle, que le résultat d'une complexification de la société? Donc, ils sont fait un peu le relais des valeurs boomers, un peu hédonistes, la consommation, la société de consommation. Est-ce que les X n'ont pas juste prolongé ces défauts qu'on a trouvés? Oui, mais sans les moyens des baby boomers. C'est ça. Oui, parce que les X, l'accès à la propriété pour les X, pour beaucoup, c'est 30 ans, 32, 35, 40 ans. Alors que beaucoup de boomers, ils s'achètent une résidence secondaire, chalet à 45 ans. Alors, en termes d'embourgeoisement, ben c'est sûr que les boomers qui ont réussi, ben c'est une espèce de... c'est le modèle dans la société québécoise. Puis les X vont évidemment avoir tendance à les imiter parfois. Et puis évidemment, il y a tout un discours ambiant sur il faut être bien dans sa peau et le plaisir puis la réalisation de soi, c'est dans la cuisine en faisant de la popote. Alors Joseph en a parlé là avec l'éthique thérapeutique, mais c'est sûr que aussi la cuisine, le foyer, c'est le lieu où, évidemment, beaucoup vont chercher à retrouver un minimum d'équilibre psychique et affectif parce qu'ils ont été engagés dans une lutte pour la survie pendant des années. Petite remarque par rapport au caractère international de ce qu'a vécu la génération X, effectivement. Les X ont été traversés par des courants internationaux extrêmement importants, puis je dirais... Même les X en France, ils l'ont eu encore plus difficile. Comment on explique l'immigration de tant de jeunes Français scolarisés, issus de la classe moyenne, puis il n'y a pas de place pour eux en France. Alors, ils viennent et s'installent sur le plateau. Alors, si vous le permettez, je vais terminer avec une citation du livre de Stéphane, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je trouve que ça clôt très bien, en tout cas, son livre, et ça renvoie à tout ce qu'on a dit sur le sens des limites. Comme un alcoolique abstinent qui vit à l'occasion des rechutes, bien des X ont appris à la dure à retomber sur leurs pieds après un enivrement furtif. Ils ont dû revenir sur leur propre passé 3 fois plutôt qu'une et reconsidérer la prudence et le bon sens de la génération de leurs grands-parents. Ils ont fini par comprendre que leurs aïeux, s'ils étaient moins scolarisés, avaient au moins du caractère et une sagesse pratique. Leur conduite au quotidien était dictée par le sens des limites. Ces êtres avançaient dans la vie avec des proverbes qui peuvent sembler simplets, mais qui traduisaient des siècles d'expérience. Des maximes qui suggéraient, par exemple, que seul l'effort peut assurer la réussite, que l'avenir ne sera peut-être pas meilleur que le présent, que le bonheur, finalement, réside peut-être dans l'acceptation du fait que le bonheur n'existe pas, que l'honnêteté et la loyauté finissent par payer. Ces éléments de sagesse, à tout prendre, sont plus justes
que les slogans naïfs de la révolution culturelle, il est interdit d'interdire, il faut jouir sans entrave, ou encore, soyez réaliste, demandez l'impossible. Donc, je vous suggère de vous procurer le livre et je vous remercie beaucoup.